Salut les sorciers, salut Marine, salut Lorraine. Salut Jean. Bienvenue dans le studio de Science en question pour une nouvelle émission consacrée à une science encore peu connue et pourtant qu'on utilise au quotidien parfois sans le savoir. Cette science, c'est la géodésie. Alors quel est son objectif? Quel est le lien entre elle et votre smartphone? Comment aide-t-elle à quantifier le changement climatique? Et qui sont les femmes et les hommes qui la font progresser? Dans cette émission, on va prendre un peu de hauteur pour observer la Terre sous un autre angle. C'est parti! À votre avis, la Terre ressemble plutôt à une feuille de papier, à une bille parfaitement ronde ou alors à un ballon légèrement aplati? Si vous avez répondu une feuille de papier, alors vous faites partie des 9% de Français qui pensent encore que la Terre est plate. En revanche, pour les deux autres propositions, le doute est encore permis. Il faut dire que la forme de la Terre évolue en permanence, notamment à cause des phénomènes naturels, comme le déplacement des continents. Il est donc indispensable de suivre ces changements pour se positionner correctement et mesurer l'impact du changement climatique. Aujourd'hui, grâce aux progrès technologiques, on connaît la forme de la Terre avec une très grande précision et on en discute avec notre invité, Olivier Jamet. Bonjour. Bonjour. On est ravi de vous recevoir sur le plateau de Science en question. Vous êtes chef adjoint du service de géodésie et de métrologie à l'IGN. L'IGN, c'est l'Institut national de l'information géographique et forestière. C'est exact? Tout à fait. Alors tout de suite, la Terre, on est d'accord, elle n'est pas plate, mais elle n'est pas non plus parfaitement ronde, c'est bien ça? Oui, la Terre est légèrement aplatie au pôle. Ça, c'est une chose qui avait déjà été mesurée, enfin déterminée au XVIIIe siècle. Cette question, on se la pose depuis très très longtemps. Longtemps, on a cru que la Terre était sphérique pour des raisons de perfection. Ça, c'est dans les philosophies grecques, la forme sphérique est une forme parfaite. Mais on a découvert depuis qu'elle était un peu aplatie. Mais pas beaucoup, ça ne se voit pas de loin, effectivement. Il faut prendre... En gros, c'est 20 km sur 6400 km de rayon. Ça ne fait pas énorme en termes de proportion. Donc, oui. Du coup, c'est un aplatissement qui, si on regarde la Terre depuis l'espace, n'est pas notable, en fait. Oui, donc elle est globalement très ronde. Elle est sphérique. Alors, la forme de la Terre, étudier la forme de la Terre, ce n'est pas la seule mission de l'IGN. Quelles sont les autres missions de cet institut? L'Institut national de l'information géographique et forestière est un institut rattaché au ministère de l'écologie, dont l'objectif est de produire plus généralement des données de référence qui servent à l'observation en continu des territoires, donc à choisir les bonnes politiques publiques qui vont permettre à la fois des aménagements qui sont utiles à la population et pallier les risques, le changement climatique et toutes ses conséquences sur le territoire national. Donc la mission historique de l'IGN, c'était la cartographie, alors que quand on remonte à la création de l'IGN dans les années 40, on prenait 20 ans pour faire une cartographie du territoire. Aujourd'hui, on est vraiment dans un suivi en continu du territoire, où on essaye d'avoir des mises à jour. Alors, ce n'est pas du temps réel, mais c'est du temps régulier, de façon à voir l'évolution de certains phénomènes, comme l'artificialisation des sols, ou la montée du niveau des mers, l'érosion des côtes, etc. On va le découvrir dans la suite de l'émission, mais par contre, vous allez découvrir qu'on est un peu taquin dans cette émission. Alors, avant d'expliquer clairement ce qu'est la géodésie, on est allé à la rencontre des passants dans la rue pour les questionner sur un mot mystère. Et évidemment, vous me voyez venir, on a choisi le mot géodésie. Écoutez ce que les gens ont répondu. Géodésie, alors je sais pas ce que c'est. Ça doit avoir un rapport avec la Terre. Et après, je sais pas. Ouais, il manque la moitié du mot aussi. Je dirais que c'est en rapport avec ce qui est la pierre et la terre. Oui, c'est des mesures entre deux instruments par des arpenteurs, c'est ça? Alors c'est quelque chose avec la Terre, du coup. L'histoire de la formation de la Terre, c'est quelque chose comme ça, non? La formation des planètes? Non. La forme des continents? Non. Ça a un rapport avec la roche du coup, mais je sais pas ce que c'est. Géodésie, ça me fait penser à un rapport avec les marées, mais je sais pas. Ça me ferait penser à l'étude de la roche. Ouais, mais la roche et de la terre, ce qu'il y a dans le sol. C'est la géologie plutôt, l'étude de la roche, me semble-t-il. J'imagine que ça peut servir à
savoir comment fonctionne notre planète d'une façon un peu plus, peut-être même météorologique ou un peu sur les changements qui ont pu se passer dans les dernières années ou les derniers siècles. Suivre l'évolution. Peut-être qu'il y a des choses qui changent, il y a peut-être des données qui changent. La morphologie de la Terre peut-être change, sa forme en fonction des saisons, en fonction de la température, en fonction des siècles. Bon, alors au premier abord, ça n'évoque pas grand-chose. Puis après, il y a quand même quelques personnes qui font spontanément le lien avec la Terre. Peut-être qu'on peut, pour expliquer ce qu'est la géodésie, partir de l'étymologie du mot. Ça veut dire quoi, géodésie ? Alors, géodésie, ça vient bien sûr de géo, la Terre. Ça, beaucoup de vos personnes interrogées ont souligné ça. Et du mot dési, qui vient en fait d'un mot grec, désia, Deio, ça dépend. Ouais. Bon, moi, je parle pas beaucoup grec en fait, hein. Et qui veut dire diviser. En fait, c'est la même racine que division en fait. Donc partager la terre. Donc initialement, la géodésie, c'est la mesure de la terre pour la partager. Alors là, évidemment, on pense au cadastre, par exemple, à partager la propriété, mais on peut aussi penser à l'aménagement du territoire, mesurer pour aménager, etc. Donc je pense que ça, c'est une origine. Enfin, une étymologie qui décrit l'un des usages de la géodésie, c'est pas le seul. Alors aujourd'hui, c'est quoi la géodésie ? Alors la géodésie, c'est effectivement la mesure de la Terre au sens large, et on dit de son champ de pesanteur, de la rotation de la Terre, enfin de beaucoup de paramètres qui influent sur la forme de la Terre et la manière dont on se positionne à la surface de la Terre. Et son rôle, c'est de définir des références qui permettent de se positionner à la surface de la Terre. Je pense que tout le monde utilise des coordonnées dans sa vie, que ce soit sur un téléphone ou que ce soit sur une carte. Et le fait d'avoir des coordonnées qui, d'une part, sont comparables à une longue période de temps et d'autre part, sont, nous, dans notre jargon, on dit interopérables, c'est-à-dire peuvent s'utiliser avec des informations qui viennent de divers endroits, c'est pas magique. En fait, il faut qu'il y ait des gens derrière qui travaillent pour mettre tout ça en cohérence. On n'y pense pas souvent. Ouais. Et par exemple, oui, quand on se positionne, c'est le GPS ou Galileo qui va vous donner votre position. Et par contre, c'est peut-être l'IGN ou un autre institut qui va vous donner la forme des bâtiments. Le fait que les coordonnées qui aient été choisies pour représenter ces deux choses soient compatibles, ça vient du travail de la géodésie en fait. Et quelqu'un dans le micro-trottoir avait évoqué la formation des planètes. Est-ce qu'on peut envisager de faire de la géodésie sur d'autres planètes ? Oui, bien sûr. Alors, ce ne sera plus de la géodésie, mais on fait de la sélénodésie, on fait de la géodésie sur Mars. Évidemment, quand on part explorer une planète comme Mars, on a besoin de repérer les rovers qui vont se déplacer à la surface de la planète. Et donc, on établit une géodésie de la planète. J'emploie le terme géo parce que sur Mars, je suis un peu gêné. Et donc une géodésie de la planète et une cartographie et des modèles numériques de terrain, donc des modélisations de la forme géométrique de la surface qui permettent de faire déplacer des mobiles à la surface de cette planète. Je vous propose qu'on fasse un petit voyage dans le temps. On va remonter aux origines de la géodésie. Vous allez découvrir comment elle a évolué et comment on s'en sert aujourd'hui. C'est notre séquence Science en Action. Alors la mesure de la forme de la Terre et de ses dimensions, c'est une préoccupation très ancienne, vous nous l'avez dit au début de cette émission. Et Lorraine, tu vas nous ramener à quelle époque ? Alors Jean, on va commencer au 3e millénaire avant Jésus-Christ, aux prémices vraiment de la géodésie. Les grandes civilisations scrutent alors le ciel et construisent les premiers calendriers. Le lien n'est pas forcément évident avec la géodésie, et pourtant Olivier, le lien entre mesure du temps et de l'espace sont intimement liés depuis longtemps. Oui, depuis toujours, sans doute. Après, je ne sais pas si à cette époque on pouvait réellement parler de géodésie, de mesure de la Terre. Cependant, la première question à laquelle l'homme a été confronté, c'est de voir le ciel qui change, les étoiles qui circulent dans le ciel, le soleil qui a une course autour de la Terre. C'est d'ailleurs, je pense qu'on le voyait comme ça à cette époque. La Lune également. Donc l'ensemble de ces astres posait des questions.
Pourquoi est-ce que ça bouge? Comment est-ce que ça bouge? Est-ce qu'on peut prédire comment ça bouge? Et je pense que l'homme a eu cette curiosité très très tôt. Et après, se guider sur ces astres pour fabriquer des calendriers, c'est lié au fait que l'homme a eu besoin très tôt de comprendre comment fonctionnait la Terre, comment fonctionnent les saisons, quand est-ce que les pluies reviennent, quand est-ce que, etc. Donc cette question d'observation du ciel, elle a amené, alors je ne saurais pas dater quand, mais des questions sur la forme de la Terre, parce que on s'est aperçu que quand on observe le ciel d'un endroit de la Terre ou d'un autre, on ne voit pas exactement la même chose. Et donc les premières tentatives de mesure de la forme doivent être très très anciennes aussi. Alors on va avancer encore un peu dans le temps jusqu'au IIIe siècle avant Jésus-Christ. On va rencontrer un certain Ératosthène qui va être le premier à estimer la taille de la Terre, ou en tout cas dont on a les recherches et les documents de ses calculs. Et il arrive à être plutôt précis. Alors c'est le premier dont on a une trace sur la méthodologie de mesure, une trace claire sur la méthodologie de mesure, sur la manière dont il a fait pour déterminer cette taille. Mais je pense qu'il y a des hypothèses sur la taille de la Terre plus anciennes que ça. Il me semble qu'on en trouve chez Archimède, déjà Aristote donc 2 siècles avant, considérait que la Terre était ronde parce qu'il avait observé la forme de l'ombre de la Terre sur la Lune, etc. Donc je pense que cette idée de la forme remonte vraiment très loin chez les Grecs. Et là, on a une trace d'une méthode. Et moi j'aime bien cet exemple aussi parce que l'histoire de la géodésie, c'est en fait l'histoire des instruments qui ont permis d'améliorer les mesures. Et Ératosthène, il a choisi un instrument tout simple, qui est un bâton planté dans le sol. Enfin, lui, il s'est servi d'un puits et d'un bâton. Ouais. Alors le bâton, c'était un obélisque, donc c'était un grand bâton. Ouais. À ce moment-là, on est en Égypte. Et donc, oui, à cette époque, on est en Égypte, effectivement. Et lui, il a constaté qu'au solstice, le soleil tombait au fond du puits à Sienne, de Sienne, qui aujourd'hui est Assouan. Voilà. Donc il a constaté ça, et que par contre, à la même date, le soleil faisait une ombre. À Alexandrie. À Alexandrie, voilà. Donc il s'est dit, cette ombre, elle va me permettre de mesurer l'angle que fait la direction des rayons du soleil avec la verticale du lieu, puisque l'obélisque, il est évidemment posé à la verticale pour être stable. Donc il a comme ça déterminé l'angle entre les deux villes, et ensuite voilà, il a en gros déterminé l'angle entre la verticale des deux villes. D'accord. Et il en a déduit que sur cette distance, la verticale variait de 7 degrés et quelques. Et ça lui a permis, en mesurant cette distance avec les moyens de l'époque, on parle du pas du chameau, on parle de beaucoup de méthodes assez finalement empiriques pour mesurer des distances, ça lui a permis de donner une estimation de la taille de la Terre. Une bonne estimation ou... Alors, ça je ne saurais pas vous répondre parce que je ne suis pas spécialiste dans l'histoire des sciences. On dit souvent qu'il a réussi à estimer la taille de la Terre à 2% près. Il y a beaucoup de gens qui contestent cette précision parce qu'en fait, on ne sait pas exactement quelle était la valeur des mesures utilisées à l'époque. Donc il y a une grosse incertitude sur la valeur des mesures. Et dans cette marge d'incertitude, il y a un chiffre qui tombe à 2% près, ce qui est extraordinaire pour l'époque. Ouais. Bon, globalement, on dit c'est plutôt à 10%, mais même à 10%, c'est quand même extraordinaire. Il y a des estimations plus anciennes qui donnaient la taille de la Terre à 2 fois sa circonférence. Donc c'est quand même un exploit. Et puis l'autre chose, moi, qui me parle dans cet exemple, c'est qu'on voit que dans un instrument de mesure aussi simple que le bâton ou que l'obélisque, il y a une hypothèse derrière. Il y a une hypothèse, une théorie. Les rayons du soleil sont parallèles quand ils arrivent à la surface de la Terre. Donc ça, c'est on va dire une intuition de génie, de se dire, faisons cette hypothèse, je pense que c'est vrai, et ça va me donner un modèle du monde, et faire progresser mon modèle du monde. Mais en fin de compte, ça fait super longtemps qu'on sait que la Terre est ronde au final. Oui, au final, ça fait super longtemps que... Alors, on va dire les érudits, que les érudits savent que les gens qui écoutaient les savants, etc., savent que la Terre est ronde. Oui, ça fait super longtemps. Mais, Notre prochaine étape, c'est la Renaissance. Alors, on fait des grands sauts dans le temps, je vous l'accorde. En France, Louis XIV veut une cartographie précise de son territoire, de son royaume, pour mieux le protéger. Et alors, la technique géodésique du moment, c'est la triangulation. En quoi ça consiste ?
Alors, c'est une technique relativement simple. Il ne faut pas beaucoup de mathématiques pour la comprendre. Quand on a la mesure des angles d'un triangle, en fait, les longueurs des côtés du triangle sont liées. On peut calculer à partir d'un côté la longueur des autres côtés, etc. Donc, si on mesure des triangles sur tout le territoire, à partir de la longueur... Je crois qu'on a une image où on voit une gravure de l'époque. Ouais, voilà, on a une gravure de l'époque avec un exemple de mesure. Donc, si on connaît la longueur d'un côté, on peut en déterminer la longueur des autres quand on a mesuré les angles de visée entre les 3 points. Et du coup, de proche en proche, on peut propager la connaissance d'une longueur à l'ensemble des longueurs de tous les triangles, si tous les triangles se touchent. Puisqu'une fois que j'ai les 3 côtés de mon triangle, si j'assois un triangle sur le côté les 2 côtés que j'ai déterminés de mon triangle, je vais pouvoir déterminer de proche en proche les longueurs. Et c'est comme ça qu'on a réussi à déterminer, à cartographier tout le territoire français. Et c'est comme ça qu'on a lancé une opération gigantesque de mesure de triangle sur tout le territoire français, alors métropolitain à l'époque, pour déterminer la taille du territoire. Mais moi, ce qui me plaît dans cette idée, c'est que le roi Louis XIV a lancé cette opération parce qu'auparavant, des astronomes avaient fait une correction de la longitude de Brest avec des observations très précises de synchronisation d'horloges. En gros, la difficulté de la mesure des longitudes à l'époque, c'était que la Terre tourne et que si on observe les astres, ils tournent aussi et que donc il faut un repérage dans le temps pour savoir où on est en longitude. On revient au lien entre le temps et l'espace. On revient, oui, au lien entre le temps et l'espace, tout à fait. Et donc, en synchronisant des horloges avec une technique astronomique fabuleuse, qui est l'observation en fait, des satellites de Saturne, la longitude de Brest a été redéterminée et ça a fait diminuer le territoire français par rapport aux cartographies précédentes. Ah, donc Louis XIV a dit, mais vous m'avez, ces messieurs de l'Académie ont diminué mon royaume. Enfin bon, il était très furax, je pense. Mais il s'est dit, du coup, il faut une cartographie précise et il a lancé énormément de moyens. Il y a un autre moment important dans l'histoire. Oui, on fait un dernier saut dans le temps. En 1957, l'Union soviétique lance Sputnik en orbite autour de la Terre. C'est le tout premier satellite et ça, c'est le début d'une nouvelle ère pour la géodésie. Complètement, oui. Aujourd'hui, toute la géodésie de précision s'appuie sur des satellites. Et donc, on a Sputnik juste avant les années 60. Dès 64, les Américains ont mis au point un système de positionnement par satellite qui s'appelait Transit à l'époque, parce qu'on a senti que les satellites pouvaient être des points de repère pour mesurer des positions au sol. Et là, on gagne en précision. Et là, on gagne en précision. On va dire qu'on est passé de précision, on va dire hectométrique à kilométrique au XVIIIe siècle, à des précisions qui sont rapidement décimétriques. Aujourd'hui, centimétriques ou subcentimétriques à l'échelle de la Terre. Et pourquoi on a besoin d'une telle précision ? Alors, on parlait tout à l'heure de la mesure de phénomènes de déplacement très lents. Si on a une précision centimétrique et mieux que centimétrique pour la position des points, et si on sait les comparer dans le temps, on va pouvoir mesurer des vitesses millimétriques. Et donc, confère la montée du niveau des mers qui a cet ordre de grandeur de déplacement, mais aussi des déformations du sol on va prendre un exemple. Voilà, qui sont liées au séisme ou à l'activité tectonique, etc. On va prendre un exemple justement, on va aller jusqu'à Mayotte, où en 2018-2019, la géodésie a permis de mettre en lumière un phénomène impressionnant. Qu'est-ce que ça nous a permis de repérer ? Alors, oui, Mayotte, je crois que c'est fin 2018, il y a eu une crise qui est assez importante pour la population. En gros, l'île a commencé à bouger, mais de manière anormale. Et il y a des gens qui se sont retrouvés avec les pieds dans l'eau, enfin à voir la mer monter très très rapidement. Alors très rapidement, c'était des millimètres, mais par mois cette fois-ci. Donc en quelques mois, on voyait l'eau qui avançait sur les terres. Et donc il y a eu une très grosse inquiétude de la population. Et c'est la géodésie
qui a permis, entre guillemets, de lever l'alerte, enfin de donner l'alerte, au sens où le territoire de Mayotte, comme tous les territoires français, est équipé de stations permanentes. On dit GNSS chez nous, c'est les systèmes de positionnement globaux, et ça veut dire que ce sont des récepteurs du GPS, de Galileo, de GLONASS, qui sont les constellations de satellites de navigation, donc américaines, européennes, russes, etc. Et ça permet de suivre la position des stations à la surface je parle de stations, en fait c'est une antenne de réception qui reçoit les signaux, et donc de suivre sa position de manière assez précise au fil du temps. Et donc, on fait des calculs journaliers pour savoir quelle est la position chaque jour de l'antenne. Et on a vu que certaines antennes se déplaçaient de manière anormale. Donc il y a eu une alerte de levée, et l'émoi de la population a fait que le ministère a mis en place un groupe d'experts incluant des géophysiciens, donc comprenant l'Institut de physique du globe, le Bureau de recherche géologique et minière, Ifremer, donc un ensemble de scientifiques, l'IGN arrivant en appui sur l'entretien des réseaux géodésiques. Et qu'est-ce qu'on a découvert? C'était dû à quoi? Et ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, on était face à, alors évidemment avec beaucoup d'autres instruments, des sismomètres, une cartographie des fonds marins, etc. On est arrivé à découvrir qu'il y avait une crise volcanique gigantesque qui se passait au fond de la mer, à une cinquantaine de kilomètres c'est la petite île de l'ouest en fait qui était touchée. Et donc en fait, c'est une éruption volcanique qui faisait que la croûte océanique s'affaissait, et qu'avec cet affaissement, l'île s'affaissait aussi. D'accord, donc même si le niveau de l'eau monte légèrement d'année en année, mais là c'est l'île qui s'enfonçait dans la mer, absolument. Oui. On va prendre un exemple plus proche de nous, peut-être pour nous rapprocher de la France métropolitaine. Vous repérez aussi des affaissements ultra localisés. Et là, on va prendre l'exemple à Paris de la gare Saint-Lazare, qui est dans le 8e arrondissement. Et vous avez donc un réseau incroyable qui vous permet de repérer des mouvements sur des... Oui. Alors, oui, dites-moi. Ça, c'est pas notre réseau, c'est une mission spatiale européenne qui a été lancée dans le cadre du programme Copernicus. Alors, le programme Copernicus, c'est un programme européen donc, qui est financé par l'ensemble des États européens pour justement avoir des satellites qui aident à la surveillance de l'environnement, que ce soit météorologique, etc. Et récemment, des satellites ont été lancés pour surveiller notamment les mouvements du sol. Et l'image qu'on voit ici, c'est un des résultats de ce type d'observation. C'est une série temporelle sur plusieurs années qui permet de voir que certaines zones bougent plus que d'autres, ce sont les points rouges. Ouais. Alors il y a un gros point rouge à l'est de Paris qui doit plutôt correspondre à des carrières, et un point rouge au centre vers la gare Saint-Lazare. On a un zoom sur la gare qui est effectivement... oui, alors ça c'est effectivement le point au centre de Paris qui montre des mouvements. Et ce que vous avez en bas à gauche, c'est ce qu'on appelle, nous, une série temporelle d'observation, c'est-à-dire un point régulièrement d'observation de la position. Alors là, c'est la position relative du point suivi. Mais alors là, cette fois-ci, c'est un affaissement qui est dû à l'humain. Et ce qu'on voit, oui, c'est un affaissement alors, qui est bien daté, puisque vous voyez, il y a une série qui est un peu continue. Et puis il y a un décrochement autour de février 2018 et qui correspond, comme par magie si on peut dire, aux travaux du RER EOL et très précisément au puits Pasquier qui a été construit à cette époque pour faire des puits d'accès au RER EOL. Donc il y a très probablement, alors moi je ne suis pas non plus géotechnicien, mais il y a très probablement un lien entre ces travaux et cette observation. Et le Grand Paris utilise d'ailleurs cette technique pour suivre l'évolution du sol autour des travaux. Et on voit bien que cette mesure... elle n'est possible, on mesure des mouvements verticaux et on se repère par rapport à un satellite. Ouais. Donc cette mesure, elle n'est possible que parce qu'on sait positionner un satellite à de l'ordre du centimètre et à 800 km de la Terre. Et si on sait faire ça, c'est parce qu'on a fait de la géodésie derrière et qu'on a des coordonnées qui sont stables dans le temps et qui permettent de mesurer la trajectoire de ce satellite. Donc ça nous donne une observation des mouvements. Alors on ne sait pas
qualifier encore la précision exacte de ces mesures. Par contre, en relatif, ça montre des phénomènes qui, eux, sont réels quand on a au moins quand on a un mouvement qui se répartit sur une grande surface, on sait que ce sont des mouvements réels. Et donc, cette technique, elle est aujourd'hui utilisée en accompagnement de la gestion de la sécurité des chantiers. On peut surveiller des zones. On peut surveiller des zones absolument ou détecter des... On va continuer de développer les applications de la géodésie, les applications plus récentes de la géodésie. Mais d'abord, je vous propose, Lorraine, Marine et Olivier, qu'on retourne voir le public. Car sans le savoir, on utilise la géodésie tous les jours quand on se sert de la géolocalisation sur notre smartphone, par exemple. On a donc demandé aux gens s'ils connaissent le lien qui existe entre leur smartphone et la géodésie. Écoutez leur réponse. Non, mais il me localise que je le lui demande ou pas et quelquefois ça m'embête. Ça permet de mieux savoir, de pouvoir passer des satellites pour que ça puisse passer des montagnes ou atteindre des zones qui sont plus éloignées, moins accessibles. Géodésie, c'est pour savoir où mettre les satellites pour la localisation sur le téléphone. Alors non, si ce n'est qu'en fait, je suppose que la géolocalisation ce sont des données qui sont satellitaires en partie et qu'ensuite le téléphone fait émetteur-récepteur pour l'endroit où on est. Mais à part ça, je vois pas en quoi la géodésie en elle-même pourrait aider. Forme de la Terre et satellite, alors je sais pas. C'est une sorte de triangulation, ça, on envoie un point qui revient vers nous et ça calcule une distance à... Quand est-ce qu'il revient, non, un truc comme ça ? Justement pour faire cette correspondance entre les trois distances, entre les trois satellites et la position du téléphone quelque part ou de l'antenne GPS. La précision de la forme de la Terre permet la précision des distances par rapport aux satellites et donc la précision du signal qui est envoyé. Et si ce signal il part de nous par un téléphone ou un autre système, la précision de cette mesure va directement impacter la précision de la localisation sur cette Terre, quoi. Ce monsieur a l'air d'être sur la bonne piste. C'est pas un de vos collègues par hasard ? Non, il y a beaucoup de bonnes pistes. Non, c'est pas un collègue. C'est vraiment. Alors, non, mais déjà dans le premier micro-trottoir, je trouvais qu'il y avait pas mal d'idées qui étaient assez justes. Ils sont plutôt doués. Je suis impressionné. Alors, pour ceux qui sont un peu plus dans le flou, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment fonctionne déjà la géolocalisation sur notre téléphone ? Oui, ça c'est... Alors l'autre chose qui est frappante, c'est que, et ça je l'avais déjà constaté moi-même, beaucoup de gens croient que notre téléphone envoie des signaux aux satellites. Ouais, c'est pas le cas. Et du coup, ils ont peur d'être espionnés, bien sûr. Alors c'est pas par les satellites qui sont espionnés. Notre téléphone n'envoie pas de signaux. Par contre, ils sont espionnés par Google, par Apple, par... Non, ça c'est sûr. Mais voilà, nos téléphones, en fait, ils sont passifs. Ils reçoivent un signal émis par le satellite. Et c'est un signal qui est assez simple finalement. Le satellite, il fait un petit coucou, je suis là, et il est telle heure. Et donc grosso modo, on a une position dans le ciel qui est datée et qui est reçue par notre téléphone. Et notre téléphone, il a aussi une horloge. Donc il dit, tiens, le signal, il a mis tant de temps pour arriver. Et donc ça, chez nous, on dit que ça fabrique une pseudo-distance en fait, puisqu'on a un temps de parcours du nom dont on connaît à peu près la vitesse de propagation. C'est à peu près la vitesse de la lumière, pas tout à fait, parce que ça traverse l'atmosphère, donc c'est un peu plus compliqué que ça. Mais globalement, c'est ça. Et du coup, si on a plusieurs distances, on peut se positionner. On a vu la triangulation tout à l'heure. En fait, on peut faire aussi de la trilatération, c'est-à-dire mesurer des côtés de triangles ou de formes géométriques. Et vous voyez bien qu'avec deux distances, on dessine un arc de cercle en 3D, et avec 3 distances, on a un point. Alors c'est un peu plus compliqué que ça, parce que notre téléphone, il n'est pas à l'heure. Les satellites non plus d'ailleurs, mais ça c'est une autre question. Mais bon, non, il est pas à l'heure des satellites, et donc il faut un 4e satellite pour lever cette ambiguïté d'heure et avoir une position à peu près correcte. Alors quand on dit à peu près correcte, c'est à quelques mètres, quoi. Mais c'est suffisant pour c'est suffisant pour la vie quotidienne, pour faire de la navigation sur son téléphone, rouler en voiture ou marcher à pied pour consulter son plan, quoi. La géodésie, là, elle nous aide à placer précisément ces satellites. Et la géodésie, elle a fait tout le travail en amont pour que la trajectoire de ces satellites soit prédictible. Donc ça veut dire qu'en permanence, ces satellites, ils sont
suivis, on dit monitorés, etc., par un réseau de stations extrêmement bien contrôlé. Et ce suivi permet à la fois de calculer des coordonnées très précises de ces stations. On parlait de suivi de stations dans le temps, à des précisions de l'ordre du centimètre. C'est exactement ce qui se passe pour ces stations-là. Et ces stations-là, elles permettent de calculer une trajectoire très précise des satellites dans le passé. Alors ça ne sert pas au quotidien, mais le fait de connaître la trajectoire très précisément dans le passé permet de la prédire avec une pas trop mauvaise précision dans l'avenir et donc de s'en servir en temps réel. Okay. Et c'est quoi l'avenir de la géodésie? Est-ce qu'on va aller vers plus de précision encore? Alors bien sûr, c'est ce que nous on souhaite dans notre métier parce qu'on est un peu des fans de la mesure. Hein. Mais ceci dit, ceci mis à part, hein, on voit bien que les phénomènes qu'on a aujourd'hui, avec notamment le changement climatique, on va dire même le changement global, hein, l'influence de l'activité humaine sur l'évolution des paysages, de la Terre, etc., fait que aujourd'hui, on a presque un changement de besoin. Hein. Hier, on déterminait des coordonnées, ou avant-hier, hier, on déterminait des coordonnées des vitesses. Aujourd'hui, on voudrait des coordonnées des vitesses et des accélérations. Pour déterminer des vitesses, c'est aujourd'hui relativement simple. On a 30 ans d'observation de géodésie spatiale. Si on fait la moyenne du mouvement, on a une vitesse qui est à peu près correcte. Pour déterminer des accélérations, il faut être capable d'avoir la même précision, mais sur des périodes de temps beaucoup plus courtes. Et donc ça veut dire qu'on a besoin encore d'augmenter cette précision et qu'il y a un gros travail qui est fait pour améliorer à la fois l'infrastructure d'observation et les méthodes de calcul, bien entendu, quoi. Alors ensemble, on a retracé l'histoire de la géodésie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. On a vu que les technologies et les techniques ont beaucoup évolué. Elles nous permettent aujourd'hui de connaître la forme de la Terre avec une très grande précision, mais tout ça n'est pas possible sans une référence commune. Alors de quoi s'agit-il? Comment construire cette référence? Et comment nous permet-elle de mesurer l'impact du changement climatique? Pour répondre à toutes ces questions et nous parler de référentiels terrestres, nous allons recevoir une référence internationale. C'est notre séquence L'Esprit d'équipe. Bonjour Zuhair Al-Tamimi, bienvenue sur notre plateau de Sciences en Question, on est ravis de vous recevoir. Bonjour Jean, bonjour Olivier. Vous connaissez déjà, hein? Oui. Bien sûr. Alors Zuhair, vous êtes directeur de recherche IGN à l'Institut de physique du globe à Paris et vous êtes président de l'Association internationale de géodésie. Alors pour comprendre cette fameuse référence terrestre commune dont on a besoin, on va prendre un exemple tout de suite, car aujourd'hui, les scientifiques cherchent à quantifier la fonte des glaces pour estimer l'évolution du changement climatique. Et ça, on le fait avec quel satellite aujourd'hui? Alors, ça me fait penser à un satellite qui s'appelle Cryosat, qui a été lancé par l'Agence spatiale européenne pour justement étudier l'évolution des glaces polaires et de là en déduire des données qui peuvent servir justement à évaluer les changements climatiques de notre planète. C'est pas n'importe quel satellite, ça, hein. C'est un satellite, on parle de satellite qui est composé, altimétrique, qui a un radar altimétrique à bord, qui va scanner les calottes glaciaires pour justement déterminer l'épaisseur, l'évolution dans le temps. Et c'est des données qui sont essentielles pour voir un peu comment les glaces se forment et surtout en particulier la fonte des glaces due au réchauffement climatique actuellement. Très bien. Voilà. Alors donc finalement, si je comprends bien, ces satellites mesurent donc la hauteur, finalement une hauteur. En fait, ce qui compte, c'est la distance entre la surface du glacier et le satellite lui-même. C'est justement cette quantité, cette mesure qu'on va analyser, interpréter et ensuite déduire des modèles qui nous permettent de quantifier les changements et l'évolution des glaciers. Et grâce donc à ces mesures, on arrive à avoir des mouvements verticaux, c'est ça? Voilà, en fait, ça permet, non, ces satellites-là, ça permet simplement d'étudier les glaciers. Mais pour pouvoir faire ça, il faut connaître l'orbite du satellite de la manière la plus précise possible. On a parlé tout à l'heure comment on positionne les satellites et comment on se sert des satellites tels que GPS et Galileo pour se positionner sur la surface de la Terre. Mais tout un autre type de satellite d'observation de la Terre, on doit connaître d'abord son orbite précise pour pouvoir interpréter les mesures
faite par ce satellite-là pour les études justement de changement climatique. Et c'est ça qui explique qu'on a besoin d'une référence commune. Voilà, alors donc l'orbite de n'importe quel satellite qui observe notre planète doit être référencée par rapport à un référentiel et unique pour justement que cette référence soit la référence unique pour tous les types de satellites qui observent notre planète. Et sans cette référence-là, on peut imaginer que cette référence est une dérive parmi les paramètres qu'on fournit pour cette référence, pour définir cette référence, eh bien ça peut se traduire par une interprétation erronée des mesures satellitaires. Dans notre exemple, on pourrait imaginer que la fonte des glaces est plus rapide qu'elle n'est réellement, si on navigue. Par exemple. Très bien. Alors, c'est quoi exactement ce référentiel? C'est finalement des axes X, Y, Z et une origine, voilà, c'est ça? On voit sur cette illustration-là, par exemple, vous avez une illustration qui... C'est pour faciliter la compréhension pour ceux qui nous regardent, c'est tout simplement un système d'axes perpendiculaires dont le croisement de ces axes se trouve au centre des masses de la Terre. Donc on peut en définir une infinité de ces référentiels, et on sait, nous, mathématiquement, comment passer de l'un à l'autre. Par contre, pour faciliter l'interopérabilité des mesures des satellites, on souhaite avoir une seule référence. Que tout le monde est le même. Que tout le monde a le même. Très bien. Finalement, ça ressemble un peu à ce qu'on utilisait en maths au collège et au lycée. Hein. Oui, tout à fait. Sans vouloir ce référentiel va vous permettre justement de positionner un point sur la surface de la Terre, mais aussi dans l'espace. Et là, on parle de l'orbite des satellites. Pour chaque point, vous avez 3 valeurs qui sont les coordonnées selon les 3 axes X, Y, Z. Très bien. Alors ce référentiel, il n'existe pas dans la vraie vie, il n'y a pas 3 axes qui sortent comme ça du centre de la Terre. On le construit à partir de tout un réseau d'instruments qui couvrent la planète, c'est ce qu'on voit sur cette image, c'est ça? C'est ce qu'on voit sur cette image, le réseau du référentiel international dont on a la charge à l'IGN depuis plus de 3 siècles. 3 décennies, pardon, pas 3 siècles. Là, eh bien, donc on a 4 technique principale et la construction de ce repère repose sur la disponibilité d'observatoires où on a au moins 2 techniques différentes. Très bien. On voit que vraiment ça couvre l'ensemble du monde. C'est l'occasion de rappeler que la construction de ce repère, c'est quand même un travail international. C'est un travail international. On ne le fait pas tout seul. On est en contact permanent avec des centres d'analyse qui traitent les mesures de ces 4 techniques-là, qui nous fournissent des repères individuels par technique. Et nous, notre rôle, c'est de homogénéiser tous ces repères pour produire le référentiel international et unique, à usage unique, disons, pour les applications en sciences de la Terre. C'est ça, donc on mesure la position de tous ces observatoires répartis sur le globe, et vous combinez toutes les mesures que vous recevez pour en faire un référentiel unique. C'est à peu près ça, c'est un peu plus compliqué que ça, mais en résumé, ça revient à combiner les 4 techniques ensemble pour produire un référentiel unique. Alors, ces 4 fameuses techniques dont vous parlez, ce sont lesquelles? Vous pouvez nous les présenter brièvement? Alors là, on voit sur cette illustration-là un site caractéristique d'un observatoire. Ça, c'est un observatoire. C'est un observatoire qui se trouve à l'ouest australien et à Agadir, que j'ai eu le plaisir de visiter personnellement. Donc on voit la technique VLBI, interférométrie à très longue base, où on reçoit des signaux des sources extragalactiques qui nous permettent aussi de mesurer, d'estimer la distance entre 2 antennes distantes d'un continent à l'autre au niveau de quelques millimètres. La technique SLR, c'est la technique de télémétrie laser sur satellite. Vous avez des télescopes que vous voyez ici, qui est transportable sur un camion, mais qui est là depuis 30 ans. Et ça nous permet de mesurer la distance entre le télescope et un satellite muni de réflecteurs passifs. Très bien. Et la 3e technique, c'est la technique DORIS, qui est une technique française, qui permet, c'est des balises qui émettent des signaux vers des satellites à bord desquels il y a un récepteur, qui après renvoie les mesures collectées par toutes les balises sur une balise centrale qui se trouve à Toulouse pour traiter les mesures. Et la dernière technique, c'est la technique GNSS, c'est-à-dire GPS ou Galileo,
Et on a tout à l'heure eu une explication par Olivier comment ça marche, donc je n'ai pas besoin de répéter ça. Mais finalement, elles sont complémentaires, ces 4 techniques. Elles sont complémentaires. Chacune a sa spécificité. Il faut aussi précisément estimer la distance et la position relative de ces instruments au sein de chaque site, pour pouvoir combiner les techniques ensemble. Moi, il y a quelque chose que je ne suis pas sûre de comprendre, parce que le repère, il sert à placer les satellites en orbite. Oui. Et en même temps, pour construire le repère, on a besoin des satellites. Donc du coup, c'est pas un peu le serpent qui se mord la queue? Oui, exactement. C'est une question très intelligente d'ailleurs, parce que alors, pour pouvoir estimer les orbites des satellites, on part de coordonnées qu'on appelle a priori, des valeurs initiales. Et ensuite, on va rentrer dans les équations, les observables, des mesures satellitaires, et ensuite on va calculer à la fois l'orbite et les positions de stations vont être fixées par la donnée du repère. Mais ensuite, on va pouvoir, après avoir fait une première solution, voir des écarts entre la solution qu'on a réalisée et les coordonnées qu'on a utilisées. Et de proche en proche, on va réajuster, on va répéter les mesures, et on fait ça parce qu'on cumule des mesures tous les jours. Si vous avez beaucoup de stations sur la Terre, peu précises, vous pouvez déterminer une orbite assez précise parce qu'elle est beaucoup observée, le satellite est beaucoup observé. Et une fois que vous avez beaucoup de satellites assez précis, vous pouvez déterminer un point au sol de manière très très précise. Donc il y a un peu cette mécanique de moyenne qui fait qu'on arrive à affiner les précisions. Alors pour les satellites qui ne servent pas à se positionner comme les satellites GPS et Galileo, à bord de ces satellites-là, on a des instruments qui nous permettent de traquer ces satellites par les stations qu'on voyait ici et qui nous permettent aussi après de calculer leur orbite avec précision. En préparant cette émission, Olivier, vous nous disiez que vous étiez assez fasciné par la technique VLBI, parce qu'on va chercher des objets qui sont très très loin dans l'espace. Ça nous rappelle aussi un peu l'observation du ciel. Oui, c'est sûr. C'est une double fascination parce que l'astronomie est quelque chose de fascinant. On va chercher des objets, enfin des univers inconnus. Moi, ce qui me fascine, c'est que dès l'Antiquité, la mesure de la forme de la Terre finalement est venue de l'observation du ciel. Et quand on a voulu étalonner la taille de la Terre de manière très très précise, finalement c'est la meilleure technique. C'est la technique qui a donné les meilleurs résultats de revenir à l'observation du ciel et du ciel très très lointain, puisqu'on observe des objets qui sont à 13 milliards, 14 milliards d'années-lumière. Donc c'est des objets qui sont aux confins de l'univers et qui nous donnent des directions très précises qui permettent de suivre la rotation de la Terre et de mesurer très précisément les distances. Alors Olivier, je nous ramène sur Terre, j'en reviens à notre exemple de la fonte des glaces. Finalement, donc, en déterminant la position très précise de ces observatoires au millimètre près, on arrive à suivre de façon très précise et à quantifier la fonte des glaces, et on s'aperçoit finalement qu'il y a certaines stations qui remontent. Comment on peut expliquer ce phénomène ? Eh bien, c'est très simple, parce que quand il y a la fonte des glaces, vous avez la surface de la Terre qui est élastique, donc il y a un effet de rebond qui va faire en sorte à ce que ces points vont avoir des déplacements verticaux. Et finalement, on enlève un poids, et du coup, la Terre rebondit. C'est aussi simple que ça. Et ce phénomène, il s'accélère ou il est constant? Alors, pour l'instant, ce qu'on détermine, c'est une vitesse linéaire qui peut être valable sur une échelle d'une centaine d'années. Après, on ne sait pas comment ça va se passer. S'il y a une accélération de la fonte des glaces, il peut y avoir accélération. Effectivement, il y a aussi pour certains sites où on a vu un changement de vitesse qui peut s'apparenter à une accélération, sans doute, à un certain moment de l'historique de l'observation de ces points-là. On le voit là sur cette image, ça se passe surtout évidemment au Groenland, puisque c'est là qu'il y a les calottes glaciaires. Est-ce qu'il y a d'autres endroits comme ça dans le monde où ça se manifeste plus précisément ou... Le changement de vitesse, le changement avec accélération, c'est seulement au Groenland que je crois qu'on a observé ça de manière un peu plus précise. Et là, ce qu'on voit, c'est ça, ce sont les fameux mouvements verticaux sur cette image. Tout ce que vous voyez en rouge, c'est les points qui montent, et ce qu'on voit en bleu, c'est ce qui descend. Voilà.
Bon alors, expliqué comme ça pour l'instant, c'était très clair et très simple, mais ça se complique un peu parce que à la surface de la Terre, tout bouge en permanence, ça évolue tout le temps. Donc ce repère, il faut l'actualiser très régulièrement. Justement, on le met à jour tous les 5 ans à peu près, parce que tout bouge. La forme de la Terre elle-même est en constante déformation. Donc pour pouvoir suivre ces déformations-là, il faut remettre le référentiel à jour, et on le fait en moyenne tous les 5 ans. Ça, c'est la mission de l'IGN ? C'est la mission de l'IGN qui a été confiée à l'IGN par justement l'Association internationale de géodésie que je préside, mais pas seulement. Il y a aussi l'Union internationale de géodésie et géophysique et l'Union internationale d'astronomie. Tout à l'heure, on le disait, donc c'est une collaboration internationale pour construire ce repère. Il y a combien de pays qui y participent à peu près ? Disons, il y a une centaine de centres d'analyse, parce qu'au sein d'un pays donné, il peut y avoir plusieurs centres d'analyse dépendant des techniques. Quand je parle de centres d'analyse, c'est les centres qui traitent les mesures brutes et qui nous fournissent un repère par technique sous forme de série temporelle, qui nous permet de suivre chaque instrument, chaque observatoire, et qui nous permet de construire le repère par combinaison des quatre techniques ensemble. Et finalement, chaque pays est responsable des observatoires qui sont sur son territoire, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça. L'investissement pour ces observatoires-là, l'investissement est fait par justement les pays eux-mêmes. Voilà. Donc, ce n'est pas la propriété de notre Association internationale de géodésie, parce qu'on n'est pas propriétaire de ce réseau. Ouais. Par contre, on a besoin de ce réseau pour justement faire la science géodésique. Un des enjeux de ce repère, c'est d'assurer aussi sa pérennité. Voilà. Pourquoi c'est important ça ? C'est important parce qu'on constate, avec les résultats du travail du référentiel international qu'on appelle l'ITRF, on constate qu'il y a une dégradation au niveau de la technologie, parce qu'il y a un certain nombre d'instruments qui datent depuis des années, et dont la performance se dégrade, et ça ne répond plus à la précision qui est requise par la science de la Terre. Et du coup, il faut aller vers la source d'investissement de ces instruments. Et c'est pour ça qu'il faut aller et prêcher un petit peu la bonne parole en disant on a besoin du référentiel, mais le référentiel se dégrade. Il faut investir en géodésie pour justement assurer la pérennité du repère. D'ailleurs, vous l'avez fait, vous êtes allé aux Nations Unies même pour défendre cette Je ne suis pas allé tout seul, évidemment. Je suis allé avec une équipe internationale et on a plaidé la cause de la géodésie. Et en fait, cette cause-là est venue d'elle-même sur la table des Nations Unies par une initiative qu'on appelle la gestion de l'information globale géospatiale. Et la géodésie est venue d'elle-même sur la table des thèmes qui sont abordés par ce comité d'experts. Et on était amené à aller là-bas pour expliquer l'importance de la géodésie, l'importance de l'ITRF, donc le référentiel international. Et on leur a dit, si vous voulez continuer à surveiller la planète, si vous voulez continuer à faire de la science de la Terre, vous avez besoin de ce référentiel. Mais le référentiel se dégrade. Oui. Alors, on a eu une première bonne réalisation, c'est que pour la première fois de l'histoire des Nations Unies, on a réussi à avoir une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies pour justement souligner l'importance du référentiel et l'importance de la géodésie globale et invite les pays membres, parce que les Nations Unies, c'est 193 pays membres, à investir en géodésie pour justement les besoins de la société et de la science. J'espère qu'on aura passé le message aussi à travers cette émission. J'espère aussi. Merci Zuhair El-Tamimi. On passe à autre chose puisqu'on va s'intéresser à votre quotidien en tant que chercheur en géodésie. Alors vous commencez à nous connaître, on n'a pas pu s'empêcher d'aller poser des questions aux gens dans la rue et cette fois on leur a demandé comment on appelle un chercheur en géodésie. Écoutez-les. Ça c'est un mystère, personne ne sait vraiment. Un géo... je sais pas. Je ne sais pas. Peut-être géotélé, téléo, quelque chose ? Géodésiste. Un géodologue. Les géo Mickey Mouse, parce que du coup c'est le monsieur Daisy. Non, honnêtement, je sais pas. Un géodésien, je sais pas. Géodésien, j'ai jamais entendu. Ça doit faire combien au Scrabble ? Ça doit marquer quelques points quand même. Je sais pas, c'est quoi le géodésien ? C'est de l'analyse de terrain et c'est de l'informatique, j'imagine ? Ouais, géographie, sciences de la Terre, les maths. Ils doivent travailler avec des astronautes, je pense. Et avec tous ceux qui sont à la NASA, qui s'occupent de regarder la planète, avec des géologues aussi, je pense.
J'imagine qu'il y a plein de géodésiens différents. Je sais pas, il y a plein de travail différents dans la géodésie. Quels outils ils pourraient utiliser les données satellites. Hein. Quoi d'autre? Est-ce que les bornes des téléphones portables qui pourraient recueillir des informations pourraient être utilisées peut-être? Je sais pas. Ouais, je sais pas, ils mettent des bornes, puis après sur leur ordinateur, ils regardent comment ça fonctionne. Je sais pas. Un ordinateur super puissant. Ouais, j'imagine que c'est les collègues de l'Institut de physique du globe donc, qui travaillent derrière leur ordinateur avec des relevés satellites, des cartes, des relevés de terrain aussi peut-être, j'imagine. Mais plus derrière l'ordi, je pense. Alors, Olivier, comment on vous appelle? Géodésien en français, mais effectivement, géodésiste en anglais. Géodésiste. Donc voilà, c'était pas faux. Hein. Géo quelque chose, c'était pas faux non plus. Hein. On l'a vu, s'il y a bien une chose qui caractérise la géodésie, c'est l'interdisciplinarité. Vous échangez avec des astronomes, des géophysiciens, des océanographes. Mais est-ce que du coup, vous devez maîtriser toutes ces sciences ou quelles sont les compétences en fait d'un bon géodésien? Non, pas forcément. On ne doit pas, connaître toutes ces disciplines-là. Mais pour un géodésien, il faut quand même avoir un minimum de background en mathématiques, un peu en physique. Et pourquoi pas en géophysique aussi, parce que la Terre se déforme et la géodésie sert à quantifier ces déformations, tout ce qui bouge sur la Terre. Olivier, qu'est-ce que vous en pensez? Oui, absolument. La géodésie est finalement une science assez vaste parce qu'elle est très collaborative et on a des géodésiens astronomes, on a des géodésiens géophysiciens, on a des géodésiens qui sont plutôt des numériciens, qui sont spécialisés plutôt côté mathématiques et traitement de données. Et donc, en fait, il y a plein de spécialités possibles pour faire un bon géodésien. On peut revenir un peu sur votre parcours. Zuer, vous avez fait 2 ans de classe préparatoire en mathématiques. Ensuite, vous avez fait l'ENSG, l'École nationale des sciences géographiques. C'est là que vous avez commencé la géodésie, vous avez fait une thèse. Et ensuite, un de vos professeurs vous a engagé, vous l'avez remplacé quand il est parti à la retraite. Et, vous connaissez toute l'histoire. Vous me corrigez si jamais il y a une erreur. Oui, allez-y. Et quand vous avez commencé la géodésie à peu près dans les années 80, est-ce que on en était encore, déjà à combiner différentes techniques pour construire un repère? La combinaison à l'IGN a démarré justement quand j'avais fini mes études d'ingénieur à l'ENSG. Ça a démarré au début des années 80, vers l'année 85, quand j'ai commencé justement à travailler sur ce sujet avec le professeur en question. Et donc depuis, je suis immergé dans la géodésie. Voilà. Olivier, quant à vous, vous avez fait Polytechnique, un master en géophysique, puis vous êtes aussi entré à l'ENSG. Au début, vous vous intéressiez à l'observation de la Terre et aux satellites. Donc pourquoi vous vous êtes orienté ensuite vers la géodésie? Oui, c'est dans le désordre parce que le master, en fait, c'était en phase de reconversion, justement. D'accord. Donc au début, oui, j'ai commencé plutôt sur l'observation de la Terre avec un attrait pour les satellites, le suivi de la planète, etc. Et c'est le goût pour la physique et comprendre comment cette Terre fonctionne qui m'a finalement mené à la géodésie et à faire un master de géophysique pour affiner mes connaissances. Moi, je fais partie de la génération qui n'avait même pas de sciences et vie de la Terre dans son enseignement de collège. Ça veut dire que je ne savais même pas comment fonctionnait un volcan ou qu'est-ce que c'était que la tectonique des plaques quand je suis arrivé dans le monde professionnel. Oui, donc c'est vraiment de la Donc voilà, il y a vraiment une découverte un peu magique d'ailleurs. Et en géodésie, on l'a compris, on a besoin d'aller sur le terrain pour installer des récepteurs qui prennent des mesures. Est-ce que vous, en tant que chercheur, ça vous arrive d'aller sur le terrain ou vous êtes plutôt en train de traiter les données par ordinateur à distance? Moi, personnellement, non. Je visite des sites un peu exotiques, mais je n'ai jamais installé un instrument. Mais par contre, il y a effectivement quelques chercheurs dans notre équipe qui vont sur le terrain pour installer des récepteurs GPS ou autres, justement pour étudier des zones particulières en termes de déformation et tout ce qui se déplace sur une zone particulière, par exemple. Zuer, vous avez plusieurs casquettes puisque vous êtes aussi le président de l'Association internationale de géodésie. En quoi consistent vos missions précisément? Là, en tant que président, c'est en fait gérer ce qu'on appelle le comité exécutif de l'IAG. Ça consiste à gérer le business de l'association au cours du temps et faire en sorte à ce que les objectifs de l'association soient accomplis par les différents objectifs des commissions de l'association.
Et par exemple, la mission de l'IAG, c'est justement avancer la géodésie à la fois sur le plan théorique, mais aussi sur le plan applicatif, parce qu'au sein de l'association, on a intégré les services techniques par les techniques spatiales, par exemple, et on a des produits fondamentaux, le référentiel international, la rotation de la Terre, les orbites des satellites, tout ça, ça vient des services qui sont au sein de la structure de l'IAG. Donc on revoit le programme de travail de chaque commission, de chaque service, et on donne des orientations pour améliorer tout ça au cours du temps. Donc on a à peu près 2 réunions par an que je suis chargé de diriger avec d'autres collègues évidemment et avec les membres du comité exécutif. Et au départ, qu'est-ce qui vous a motivé à vous engager dans cette association? Eh bien, parce qu'il faut de toute façon qu'il y ait des volontaires pour que cette association continue à vivre et continue à progresser en termes d'évolution de la science géodésique. Et donc je me suis fait emporter par ce mouvement avec d'autres collègues et j'avais envie de contribuer à la vie de l'association et donc voilà. Et en particulier aussi par le fait qu'on est responsable à l'hygiène justement du référentiel ITRF, le référentiel international, pour préserver notre savoir-faire et faire la publicité de ce qu'on fait. Et pour finir cette séquence, je crois que vous avez une anecdote à nous raconter. Vous avez visité l'observatoire géodésique le plus au nord de la planète. Oui, alors vous avez vu l'illustration. À Svalbard, oui, dans l'archipel norvégien. Oui. Comment ça s'est passé? Ça s'est passé, c'est que d'abord j'ai été invité à l'inauguration de ce que vous voyez, les 2 antennes, là, le paire d'antennes qui sont au fond de l'écran, enfin au fond de la photo. Et donc j'ai assisté à cette inauguration-là, mais pour arriver à cet observatoire, il fallait passer d'abord par l'aéroport le plus au nord de la planète, qui s'appelle Longyearbyen, si je prononce bien, qui est en Norvège, et ensuite prendre un petit avion qui va partir de cet aéroport-là, voilà, vous voyez donc l'avion que j'avais pris, et on va traverser des glaciers à couper le souffle, c'est vraiment un voyage fantastique pour arriver à cet observatoire. C'est un bon souvenir. Un bon souvenir, voilà. Bon, ben, merci à tous les deux de nous avoir partagé la passion de votre métier. J'espère que vos témoignages vont susciter des vocations, en tout cas on l'espère. On termine cette émission en douceur maintenant avec la séquence coup de cœur. En préparant cette émission, Marine vous a demandé de nous partager certains de vos coups de cœur et de vos talents cachés. Marine, je suis curieux de savoir ce que nos invités t'ont raconté. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Zuer, on l'a vu, donc vous aimez voyager, mais vous avez un talent caché, la cuisine. Donc le plat qu'on voit à l'écran, c'est un plat oriental à base de kefta. Donc ça n'a pas trop de rapport avec la géodésie. Quoique, on pourrait s'en servir pour étudier la taille et la forme des boulettes de kefta. Mais il vous vient d'où cet intérêt pour la cuisine? Eh bien, c'est parce que ça vient de mes origines palestiniennes, où j'avais toujours observé ma mère faire la cuisine. Et j'étais toujours fourré avec elle dans la cuisine. Et donc, je voyais comment elle faisait les choses. Et j'avais cette envie de faire la même chose. Et donc, quand je suis arrivé en France il y a 45 ans, eh bien, j'ai continué à faire la cuisine comme je l'aime. Déjà une envie d'apprendre jeune. Là, on n'a pas la chance de goûter, mais c'est appétissant, oui. On aimerait bien. Un jour, je viendrai avec le plat. Et vous, Olivier, votre hobby, c'est le tir à l'arc. Ça fait combien de temps que vous en faites? Alors c'est récent, hein, je suis membre de la compagnie d'arc de Bagnolet-Belleville depuis 1 an et quelques. Et c'est une découverte, oui. Bon, ça me trottait dans la tête depuis plusieurs années, mais c'est un sport particulier. Où en fait on cherche à faire le calme en soi. Ben, c'est physique en fait. Un arc, il faut tirer 10 kilos pour armer son arc. Hein, donc c'est à la fois physique et en même temps ça demande de chercher du calme en soi. Et c'est très intéressant pour ça. Puis l'autre chose qui me parle beaucoup dans ce sport, c'est qu'on est très vite face à son échec. Et qu'en même temps, il faut garder la confiance en soi. Donc c'est un exercice mental qui est tout à fait apaisant. Et, voilà. Parce que finalement, c'est pas comme un peu la frustration qu'on peut ressentir quand on est dans la recherche et qu'on met du temps à avoir des résultats. Quand on a, n'est-ce pas, une erreur dans un programme qu'on met des mois à trouver et qu'à la fin, les résultats ne sont pas bons, par exemple. Et qu'il faut tenir. Géodésie et tir à l'arc, on peut dire que vous êtes à la recherche de la précision. Alors peut-être, mais alors ça, c'est vraiment inconscient. J'y aurais pas pensé.
Bon, merci C'est beaucoup. possible. En tout cas, on arrive au terme de cette émission. Merci d'être venu sur le plateau de Science en question. Merci à vous d'avoir regardé cette émission. Si vous voulez en apprendre plus sur la géodésie, je vous invite à aller sur le site, à consulter le site internet de l'IGN, l'Institut national de l'information géographique et forestière. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles découvertes scientifiques. Ciao les sorciers!